Bonjour. Alors, nous allons conclure sur cette thématique de l'autonomie des élèves. Je pense qu'il faut qu'on soit clair. Je n'ai pas tout révolutionné en quelques mois, en quelques séquences. Ça a été le travail de 4-5 ans. Et je pense que ce n'est pas, c'est perfectible et que ce n'est pas parfait. J'ai encore plein de pistes à explorer. D'ailleurs, je travaille en ce moment j'essaye de réfléchir sur la collaboration et la coopération. Ça implique quand même ces méthodes-là, si on cumule le tout, hein, c'est des petits trucs qui sont pris un petit peu partout, des petits trucs en classe inversée, des petits trucs en plan de travail, des petits trucs en évaluation à la demande, et on essaye de combiner le tout, et c'est ma façon de faire parce que j'ai observé en fait mes élèves et j'en ai déduit des choses et j'ai essayé de trouver des solutions aux problèmes que j'avais. Je pense que chaque enseignant peut prendre des petites choses un petit peu à droite à gauche dans le but d'aider nos élèves à devenir de plus en plus autonomes. On a tout à y gagner en étant enseignant, vraiment. Mais ça va impliquer quand même la façon dont j'ai modelé tout ça. Ça implique plusieurs choses. Alors la première chose que ça implique, c'est la nécessité d'un changement de posture de l'enseignant. Avant, j'étais une enseignante active, hein, qui essayait de rendre ses élèves les plus actifs possibles. Mais je me suis rendu compte qu'en essayant de les faire devenir plus autonomes, j'ai adopté, mais naturellement, de façon naturelle, j'ai adopté une posture qui est plus celle de l'accompagnant que de l'enseignant. Et c'est très agréable de vraiment s'attacher à chaque individu dans le collectif et de voir les réussites de chacun, puisque chacun réussit. Il a fallu aussi passer par cette période de deuil un petit peu du collectif, c'est-à-dire je ne m'adresse plus à un collectif, mais plus à des personnes individuelles. Même si le collectif refait surface et on a besoin de ce collectif. Vous voyez, par exemple, dans la séance 0 et en tâche finale, j'ai besoin du collectif pour qu'on puisse avancer ensemble, puisqu'on parle d'intelligence collective, ce n'est pas pour rien. Effectivement, le fait de mettre des élèves en collaboration et ou en coopération, ça permet de faire émerger des apprentissages beaucoup plus rapidement. Du coup, c'est un peu paradoxal, il a fallu favoriser la collaboration et la coopération entre pairs. Je vous explique, hein, dans le plan de travail, et les élèves ont le choix de travailler soit en individuel, soit de travailler en binôme, soit de travailler en groupe. Et bizarrement, c'est l'individuel qui prime en fait. Beaucoup d'élèves se mettent soit en binôme, soit tout seul. Et j'essaye justement de les faire coopérer de plus en plus et de les faire collaborer en mettant en place des digipads, des murs collaboratifs, en faisant ce que j'ai appelé les élèves ressources. Donc j'inscris au tableau, hein, quand une activité a été validée par tel ou tel élève et que j'ai certifié il avait bien acquis tout ce qu'il fallait acquérir, je mets son nom au tableau, sur le document 1 par exemple, document 1, voire X, et donc j'incite les élèves, quand ils n'ont pas réussi à valider leur activité, la même activité, je les incite à aller voir donc les fameux élèves ressources. Et il y a une quatrième chose qui est importante, c'est l'organisation de l'espace et l'environnement sonore. J'ai une petite salle de classe. Certes, elle est fixe, mais elle est assez petite. J'ai disposé ma salle en deux U, un U intérieur, un U extérieur. Mais en fait, c'est très fictif puisque, au final, les tables vont bouger quasiment à tous les cours. Et les élèves vont se regrouper, s'écarter, s'en aller, ou vont se déplacer dans la classe. Donc ça veut dire qu'il faut que l'enseignant il ait quand même un certain degré de tolérance au déplacement pendant le cours. Effectivement, si l'élève il veut changer d'activité en plein milieu et qu'il doit aller chercher une feuille, il faut le laisser. Et accepter aussi le changement de disposition de la salle, le bruit des chaises, hein, le bruit des tables qui grincent contre le sol. Et du coup aussi, l'environnement sonore est très important puisque certains vont travailler individuellement, d'autres en groupe, d'autres en binôme, et que des fois, le niveau sonore augmente.
et ça peut gêner ceux qui travaillent de façon individuelle. Alors, l'enseignant est là pour ça aussi, hein, c'est-à-dire fixer une limite sonore et dire à un moment donné, il faut apprendre à chuchoter. Donc c'est aussi les responsabiliser, hein, que de leur dire faites attention, là vous gênez les autres, regardez ce qui se passe autour de vous. Et puis je leur permets aussi d'utiliser leur téléphone et d'écouter de la musique. Il y en a beaucoup qui font ça. Effectivement, ils mettent des écouteurs et ils ont de la musique pendant qu'ils font leur travail. Ça leur permet de se concentrer. Et ben oui, effectivement, je pense que dans certains cas, c'est nécessaire. Mais qui dit utilisation des téléphones portables dit aussi vérifier régulièrement qu'ils sont bien sur une activité et qu'ils n'essayent pas de faire autre chose. Alors il y en a toujours qui essayent, c'est pour ça qu'il faut être vigilant au départ et essayer de les responsabiliser en leur disant non, là, la seule chose que je te demande, c'est de faire de l'espagnol pendant 1 heure. Voilà, mais grâce à ce dispositif-là qui n'est pas parfait, mais qui me convient à moi pour l'instant, et je travaille dessus pour encore l'améliorer, je suis, j'espère, ce qu'on appelle une happy prof. Et j'espère que vous le deviendrez aussi. Bonne continuation à tous!